Et au menu de ce manga vorace, on ira chez Meian avec la découverte du one-shot Magica, les contes oniriques, dans une superbe édition, on en parle très très vite, toujours chez Meian, le tome 1 de Killer Shark in Another World. On partira ensuite chez Mangetsu et la découverte du tome 1 de l'auteur Daisuke Hime, que j'affectionne particulièrement. Daisuke Hime, le titre Paka. Nouvelle découverte, tome 1, cette fois chez Pika, Meurtre dans le Décagone. Et on terminera chez Kiyun par une série qui est déjà terminée, un auteur que j'affectionne, Shuzo Oshimi. J'ai fait le rush des tomes 6, 7 et 8 avant d'entamer le final du manga Les Fleurs du Mal. Ouais, j'ai envie de dire générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour le rendez-vous habituel. J'aurais presque envie de dire votre rendez-vous préféré du mardi midi, mais oui, j'ose, évidemment. Donc le manga vorace, n'oubliez pas que vous pouvez naviguer sur la vidéo comme bon vous semble, aller vers le manga que vous préférez, revenir sur un autre et ainsi de suite. Bref, vous faites comme vous voulez du moment qu'on passe tous ensemble un agréable moment. Et j'ai envie tout de suite de démarrer par Magica, le one-shot chez Meian, avec pas mal de choses à dire déjà au niveau de l'édition. C'est un manga rigide, vous voyez, donc format seinen, hein, c'est un grand format mais rigide avec pas mal, alors je pense qu'il va y avoir pas mal de lumière là sur l'écran, mais enfin pas mal de brillance au niveau du travail de la cover, quelques petites particularités en plus, mais pour ça je vais prendre un autre titre du catalogue de chez Meian, alors pas des moindres, Karakuri Circus, bon là c'est le tome 3 mais ça marche avec tous les tomes. Vous avez vu que vous avez un petit travail au niveau de la numérotation du manga qui est inscrit dans un des rouages en fait qui est propre au manga en lui-même, et que sur le dos vous avez même Meian qui a réussi à s'incruster son logo à l'intérieur des mêmes rouages que vous retrouvez ici. Voilà, ça c'est pour la petite blague. Alors vous avez également, je l'ai pas fait, je l'ai pas enlevé, mais vous avez également, je l'ai pas fait pour l'exemple, pour vous montrer que vous pouviez enlever l'autocollant comme ça, hop, de façon très classe comme ça, il ne reste rien, et on pouvait trouver ça très sympa, c'était vraiment du bon travail éditorial, sauf que, depuis la semaine dernière et la réception de Magica dans le colis, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez la petite vidéo, vous pouvez aller le voir, et ben je me suis rendu compte que c'était pas le premier coup d'essai pour Karakuri Circus. Non, le premier coup d'essai, il était déjà avec Magica, puisque nous avions également l'autocollant, le prix collé derrière, comme ça, donc là je l'ai enlevé, et vous avez également le logo Meian qui était inscrit dans le soleil, qui est également présent sur la cover du manga. Donc réutilisation du savoir-faire, moi j'aime bien ça, alors je l'ai vu, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais moi je l'ai vu, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc vraiment édition qualitative, surtout que le manga, on l'avait vu la semaine dernière, il est tout en couleur comme ça, avec du petit crayonné pastel. Ça dégage une atmosphère unique, je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié la lecture de ce titre, de ce point de vue-là. Ça dégage quelque chose d'assez léger, d'assez profond, d'assez onirique, c'est vraiment le terme, hein, puisque nous avons ici découvert les contes oniriques d'un magicien qui observe le monde, et on ne peut pas mieux résumer l'œuvre, ça va vraiment vous conter, en fait, ou plutôt un magicien va vous conter quelques petites aventures, quelques petites histoires comme ça, dans un monde tout à fait stupéfiant, tout à fait fantastique, inatteignable presque, qu'on n'arrive pas à maîtriser avec facilité, qu'on n'arrive pas forcément à saisir, à comprendre, il n'est pas toujours palpable, mais on est là, on est plongé à l'intérieur, l'auteur nous invite vraiment comme témoin, alors témoin passif, hein, parce que je vous ai dit, on n'arrive pas à en discerner les limites, toujours est-il que vous êtes plongé dans des histoires, mais des histoires dont vous allez vraiment comprendre le sens parce que ça va vous toucher en plein cœur, c'est le cas de le dire. Magica va parler de valeurs mais très sincères, très simples, l'amour, l'honnêteté, la sincérité, dualité avec leur opposé, comme ça marche mieux, on peut mieux mesurer l'intensité et la passion qui va générer des petites histoires, il va y avoir plusieurs petites histoires comme ça qui sont contées. Le final est absolument magnifique. Alors je peux pas trop vous en parler parce que ce serait vraiment vous gâcher, mais le final est absolument magnifique. Vous allez avoir plusieurs petits contes comme ça, donc contés par un magicien, pour une conclusion en apothéose absolument magique, en tout cas qui correspond tellement bien à ce que le manga
veut dégager, à ce que l'auteur, peut-être l'autrice même, veut dégager. En tout cas, c'est absolument sublime. Nous avons une histoire à l'intérieur qui m'a particulièrement touché, celle où on a l'impression de se retrouver un peu dans l'univers de Gumn. Est-ce que c'est un clin d'œil? Je sais pas trop, mais en tout cas, moi, ça m'y a fait drôlement penser. Voilà, plusieurs petites histoires comme ça, aux thématiques différentes, mais toujours amené de façon très simple, très légère et avec des sentiments puissants et une espèce de sincérité dans le trait et dans l'ambiance, même si je vous dis, hein, les univers dépeints, décrits, sont globalement peu palpables et il faut pas chercher à les comprendre. On est invité à les voir, à les découvrir et à participer, mais pas forcément à les saisir et à la comprendre parce qu'on n'y a pas notre place en vérité. Il faut vraiment laisser parler son imaginaire. Et je crois que quand j'ai dit ça, tout est dit. Bref, Magica, moi je me suis vraiment régalé avec ce manga. Et on va enchaîner avec un autre titre du catalogue Meian, donc que j'ai reçu, Killer Shark, parce que j'en ai commencé la lecture, bien sûr, hein, je vais les étaler sur toutes les semaines, vous le savez. Donc Killer Shark in Another World, pour celui-ci, le tome 1, j'ai encore tout déchiré, c'est ça. Ouais. Alors notre héroïne, là, en fait, c'est une invocatrice, et la seule chose qui l'intéresse, c'est de pouvoir sauver ses amis, c'est de pouvoir participer, comme ça, sauver le monde contre les forces démoniaques, et donc elle invoque une créature, elle en a la capacité, et elle est considérée comme une grosse loseuse. Ça fait un peu penser à Naruto quand il fait son multi-clonage d'ailleurs, c'est-à-dire que vous savez, il essaye de cloner un Naruto, et puis l'autre, le machin, il est tout moisi, tout ramassis par terre, il est prêt à s'écrouler ou à fondre, et là c'est un peu la même chose. Moi ça m'a fait un petit peu penser à ça, le petit clin d'œil, voilà, comme ça vous visualisez bien, je pense que là ça marche. Et puis finalement, qu'est-ce qu'elle invoque? Elle invoque un requin tout pourri, elle invoque un requin tout pourri, un requin mignon, voilà, on a envie de lui faire des câlins. Sauf que, finalement, il est peut-être pas si mignon que ça, et finalement, la cover, peut-être qu'elle marche bien avec ce qu'on va trouver dans le manga, parce que oui, le requin, il est bien badass, et il est même un peu plus fort que ça. Il y a des bonnes idées, franchement, il y a une transformation, parce que le requin va se transformer selon certaines situations, sachant que, sans vous spoiler, allez, il y a une situation précise où il pète les plombs et il devient très dangereux. Alors c'est une situation what the fuck, hein, parce que vous dites, mais pourquoi pourquoi c'est là que tu t'énerves, pourquoi c'est à ce moment-là? N'empêche que c'est drôle, ça marche bien, il y a pas mal d'humour là-dedans, et puis du coup il y a un comique de répétition, puisque pour que le requin devienne très très fort, il faut que quelque chose en général arrive, donc à quel moment ça va arriver, on sait jamais trop, mais n'empêche que ça a lieu. Moi j'ai trouvé ça plutôt drôle. Bon, les dessins sont pas foufou, on a quelques belles doubles pages, mais dans l'ensemble c'est bien dessiné, c'est moderne, c'est frais, ça fait le travail, ok, ou ça fait la blague même, ok, mais allez, globalement, on a un titre qui va plutôt mettre l'accent sur les situations comiques, et quand c'est comme ça, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de décors derrière, et c'est ce que je dirais pour le prochain titre également, et c'est pas forcément ce qu'on demande, justement. Moi, quand j'ai envie de lire ça, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de tourner les pages assez rapidement, j'ai envie de passer un bon moment de lecture sans être en train de me dire que c'est bien dessiné, parce qu'en vérité, je vais pas chercher dans Killer Shark les meilleurs dessins, juste envie d'avoir en face de moi des dessins qui font le travail, pourquoi pas quelques planches qui vont être un petit peu mieux nourries, surtout sur les grosses situations, et notamment peut-être le requin. J'ai envie que le requin, quand il s'énerve et quand il est bien badass, il soit bien dessiné. Après, les autres personnages secondaires, ils peuvent avoir des traits caricaturaux pour juste montrer un petit peu leurs émotions, la blague, la situation. Enfin bref, les sentiments qui se dégagent, ça me suffit. Le requin, je voulais qu'il soit bien dessiné. Et justement, on a des belles pages avec le requin, on a des bons dessins, là, il faut le dire. Donc oui, ça marche bien. L'histoire se prend pas la tête, hein. Vous avez un monde démoniaque, vous avez une invocatrice qui va essayer de faire ce qu'elle peut pour sauver le monde, globalement, ça passe. Mais c'est pas ça qui compte en vérité. C'est pas ça, c'est pas vraiment le propos, on n'est pas engagé dans une quête, on n'est pas engagé dans un combat. En fait, on est engagé, nous, à suivre les péripéties de l'héroïne qui, avec son requin, vont faire des rencontres plus ou moins agréables et vont être amenés à faire des combats plus ou moins dangereux aussi. On se demande à quel moment le requin va péter les plombs, et en fait c'est ça qui marche, c'est ça qui est drôle. Alors c'est que le tome 1, on verra bien au tome 2 comment ça évolue, comment ça tourne, mais globalement le tome 1 c'est ça, et ça fait très très bien le travail pour ce que ça propose. Donc oui, moi j'ai passé un bon moment de lecture. On est plutôt dans la catégorie what the fuck, heroic fantasy, what the fuck, isekai, je suis pas sûr quand même, plus... C'est compliqué, hein. Moi l'isekai, j'ai du mal à savoir ce qu'est un isekai ou pas, parce que j'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup, donc là-dessus j'ai quelques lacunes. Mais bon voilà, ça se passe dans un autre monde, il y a de la magie,
il y a une invocation, il y a des combats. Je continuerai la lecture avec plaisir, c'est très divertissant. Killer Shark in Another World. On va enchaîner ensuite avec une nouveauté que j'attendais impatiemment parce que c'est un auteur que j'affectionne beaucoup. J'en avais fait la découverte avec Instant d'après. Puis il y a un an et demi avec Sensu. D'ailleurs on avait fait la découverte du titre avec Ed le Fou sans le savoir, sans se concerter, quasiment en même temps, avec un achat quasiment au même moment. C'était très amusant parce que on en avait parlé. Et j'ai découvert un manga vraiment bon, et moi aussi, en fait, c'était le même, quoi. Donc oui, Sensu, vraiment, je vous le recommande, il vous le recommande, nous vous le recommandons. Très bon titre de Daisuke Hime que vous trouverez chez Casterman, au passage, pour avoir... Bon, de toute façon, je vous mettrai des liens si jamais il faut, mais enfin, voilà, vous avez l'info. Daisuke Hime revenait chez Mangetsu avec Paka, un titre que... Bon, ça fait déjà 2 semaines que je l'ai, mais avec toutes les nouveautés, tous les titres, tous les trucs qui se passent, je pouvais pas, moi, vous faire une vidéo la semaine dernière que de nouveautés. J'avais envie aussi qu'il ait sa place, donc ce sera pour aujourd'hui, même si j'avais déjà lu il y a un moment. Paka, donc, bah, vous voyez dès la couverture, on reconnaît en fait le style. Franchement, moi quand j'ai vu la cover, je savais que c'était cet auteur-là parce que je le mets un petit peu avec Shuzo Oshimi dans son trait, dans sa façon de faire. Alors c'est pas du Shuzo Oshimi, hein. Shuzo Oshimi il est quand même très particulier et je trouve qu'il est un cran au-dessus. N'empêche que Daisuke Hime s'en rapproche, c'est-à-dire que quand vous voyez le trait, vous savez à qui vous avez affaire, quand vous êtes en train de lire et que vous découvrez un peu l'œuvre, vous savez également à qui vous avez affaire. C'est un auteur atypique, avec son identité, avec son coup de patte, avec sa capacité de narration aussi qui lui est propre, et ça marche, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que je retrouve un petit peu des similitudes avec Shuzo Oshimi. Maintenant, c'est quand même relativement plus léger au niveau du fond et au niveau de la forme, mais surtout au niveau du fond. Que vous dire de Paka? Si je fais la comparaison avec Sensu, j'ai trouvé Sensu beaucoup plus grave, beaucoup plus profond, beaucoup plus perturbant, jouant beaucoup plus sur les sentiments, sur les situations sociales, sur la dramaturgie des choses, sur leur vérité implacable, sur quelque chose de beaucoup plus réaliste. Paka, et puis comme son nom l'indique, hein, c'est Paka, vous avez forcément cette notion de yokai et donc de côté fantastique qui permet à l'auteur d'être un petit peu plus léger, de s'autoriser forcément quelques largesses scénaristiques, et c'est un petit peu le cas. C'est peut-être ce que je pourrais reprocher à l'œuvre. Alors il se lit très très bien, il se lit très très vite ce manga, il est très agréable à lire avec pas mal de jeux relationnels, c'est principalement d'ailleurs le propos du manga, on va en reparler un petit peu, mais les personnages sont là, on n'a pas besoin d'énormément de décors et il y a pas mal de cases blanches derrière, mais quand il y a du décor, il y en a vraiment et c'est vraiment très bien fait. Là aussi, c'est donc un manga, c'est exactement ce que je vous disais pour Killer Shark, comme ça va porter l'accent sur les relations sociales entre les personnages, on n'a pas forcément besoin d'avoir tout le temps une multitude de décors, on n'est pas sur de l'exploration, sur de l'aventure, voilà, donc focus sur les visages, focus sur les situations et les expressions, et c'est vrai qu'on se passe volontiers des décors, puisque ça permet de centraliser vraiment l'attention du lecteur là où elle doit se porter, donc ça marche. Honnêtement, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Au niveau de l'histoire, vous avez une espèce de dualité entre 2 jeunes adolescents, 2 jeunes adultes, 2 jeunes étudiants, un gars et une fille, qui sont au club de natation, et la fille est particulièrement douée en natation, elle est toujours systématiquement plus rapide que le garçon qui cherche à la battre. Sauf que ce garçon, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est, je vais pas vous spoiler, hein, c'est dans le titre, c'est un Paka. Et en fait, on va s'apercevoir que le garçon est lui-même un Paka, donc capacité à avoir des, vous savez, créatures fantastiques, yokai, avec ce petit chapeau en bec de, je sais plus, grenouille ou je sais plus trop quoi. Enfin, je vais vous mettre une image du Paka, vous allez tout de suite saisir, et peut-être une créature un peu d'eau, avec des nageoires et tout. Donc, il nage d'un coup beaucoup mieux, très très vite. Et la dualité entre nos 2 personnages-là existe encore. Est-ce que le rapport de force est inversé? Est-ce que ce serait pas un peu de la triche? Dans tous les cas, ça permet à l'auteur de justifier d'une relation amoureuse entre ces deux-là et d'y introduire avec le personnage Paka dont je vous parlais il y a quelques instants, finalement un trio et donc différentes relations qui vont s'installer sûrement dans les prochains tomes. Ça se lit très bien, c'est très frais, il y a un petit peu d'humour, mais vraiment ça se lit bien. Je me rappelle souvenir d'avoir tourné les pages très très vite, de façon très fluide, tout en comprenant et en saisissant une histoire qui est relativement simple. On est sur une espèce de comédie romantique un peu fantastique qui fait bien le travail.
Même si j'ai trouvé, c'est ce que je vous disais, il y a certaines facilités scénaristiques, notamment le fait que ce héros-là soit Paka, que j'ai pas forcément saisi. À voir comment ça tournera dans les tomes prochains. On passe un bon moment de lecture, donc moi j'ai vite pardonné ce manque de compréhension, à moins que ce soit moi à la lecture qui n'ait pas forcément saisi ce petit moment-là. Bon, c'est pas très grave en fait, parce que c'est pas le propos. Est-ce que j'ai passé un bon moment de lecture? Oui. Est-ce que c'est un manga fait pour vous si vous aimez les comédies romantiques? Oui. Est-ce que c'est un manga fait pour vous si vous aimez la natation? Bah oui. Est-ce que c'est un manga fait pour vous si vous aimez le côté fantastique, un peu yokai comme ça, du Japon? Bah oui. Donc pour le coup, si vous aimez les trois, c'est carrément fait pour vous. Si vous avez envie de découvrir l'auteur, comme c'est le tome 1, ça reste également une bonne porte d'entrée. Je vous rappelle qu'il a également un recueil avec un stand après chez Komiku qui là aussi vous permettrait de bien saisir le travail de cet auteur. Paka en tout cas. Bien joué Mangetsu, c'est une bonne pioche je pense, et je vais assurément faire la suite de cette série. On va enchaîner maintenant avec une œuvre originale de Yukito Ayatsuji et au dessin Hiro Kiyohara chez Pika, et on parle donc du tome 1 de Meurtre dans le Décagone. Et là j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors comme c'est un tome 1, un petit travail de l'édition, bon on a un petit peu de brillance, un petit peu de matière, mais ça se fait beaucoup maintenant parce que Paka, c'est le cas, et c'est également le cas pour de nombreux autres mangas actuellement, donc on peut presque considérer comme on est dans une norme de travail éditorial, honnêtement, alors qui ont été les premiers à faire ça et tout, on s'en fout, mais voilà, c'est devenu quand même un standard, j'ai l'impression. Autre petite particularité, j'ai énormément apprécié ma lecture au niveau matériel, au niveau du papier, parce que franchement, on avait des belles pages, c'est blanc, on voit pas à travers, j'avais l'impression que le grammage était assez épais, et honnêtement, ça fait plaisir, c'est pas toujours le cas. Un des derniers mangas comme ça que j'ai lu récemment, c'est Sanctuary. J'avais cette impression que les pages allaient peut-être parfois s'arracher d'elles-mêmes. Donc pour le coup là, ouais, ça va, c'est bien. Ça c'est bien et ça méritait d'être souligné. Alors Meurtre dans le Décagone, déjà, honnêtement, au niveau du dessin, mais RAS, c'est top, c'est propre. Et on est dans cette espèce de trait moderne, un petit peu comme dans Le Sens du Vent, un petit peu comme dans Kowloon, où vous vous retrouvez, et je vais vous montrer la cover sans spoiler, où vous vous retrouvez avec une espèce de genre un peu seinen, un peu shoujo, une espèce de crossover comme ça, des mélanges, des traits, et c'est du shoujo mais pas exagéré, et c'est du seinen bien assumé également, voilà, donc ça fait vraiment la blague, et franchement, je suis épaté par les dessins. C'est vrai que moi, le trait shoujo, je vous l'ai déjà dit, c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement dans son trait. Après, les histoires peuvent être très bonnes, c'est pas le problème, mais c'est ces silhouettes, cet aspect graphique utilisé que j'aime pas trop. Et là, ça marche bien, quoi. Là, ça marche vraiment bien. J'ai retrouvé cette même ambiance que j'ai dans Le Sens du Vent. De temps en temps, voilà, on perçoit un peu le côté shoujo au niveau des émotions, des bonnes scènes où il y a de l'émotion et du sentiment, et puis hop, on repasse dans un côté, on rebascule dans quelque chose de plus sérieux, plus glauque parfois. Meurtre dans le Décagone, je vous cache pas que le manga porte bien son nom, donc on rigole pas forcément à toutes les pages. Au niveau du scénario, c'est un titre, c'est une enquête, c'est un meurtre qui va essayer d'être résolu. Alors, qui que quoi dans nous pour l'instant, on n'en sait pas trop. Je pourrais pas vous dire que le scénario est très bon, parce que ce serait présomptueux de dire ouais c'est génial, alors que globalement c'est un manga dont il faut le début, les éléments perturbateurs qui vont construire la narration et la conclusion, parce que sinon franchement ce serait prétentieux de ma part de dire ouais non, ça démarre bien, c'est hyper bien mené, et c'est là où je vais en venir au niveau de la construction narrative. Là par contre, là c'est du masterclass, et j'ai pas peur de le dire, j'ai l'impression de lire un film. C'est super bien amené. Au début, petite situation de départ, on arrive dans un lieu, à côté de ça il va y avoir des situations parallèles, à côté de ça il va y avoir des explications sur le lieu, sur certains événements qui ont eu lieu, sur qui fait quoi, c'est construit narrativement parlant, c'est vraiment maîtrisé, je le reprends en main, mais entre les chapitres, vous avez quelques petites explications, vous avez des petites pages comme ça qui permettent d'épurer le récit, de casser un petit peu le rythme et de repartir. Vous avez des séquences qui se passent à un endroit, puis à un autre, puis encore à un autre, et puis ça va peut-être un petit peu s'entremêler ou pas, on ne sait pas trop. On se demande beaucoup pourquoi ça s'appelle Meurtre dans le Décagone. Je vous en dirai pas plus. C'est ultra bien mené à ce niveau-là, et assurément je vais faire la série de cette enquête policière, oui bien sûr. Alors, je vous ai pas raconté l'histoire, mais vite fait, c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent sur une île, dans une maison un petit peu particulière en forme de décagone, une île où il s'est passé des événements graves, un meurtre précédemment.
dont on ne connaît pas la résolution. Voilà. Moi, je me tais parce qu'après, j'ai peur de trop en dire. Mais vous allez vraiment suivre ça avec intérêt et intensité parce que ça va crescendo et vous allez en redemander. J'ai passé un très bon moment de lecture et la seule chose que je regrette en fait, c'est d'avoir acheté le premier tome sachant qu'il n'y en avait pas d'autres. Si j'avais su que j'allais lire ça, j'aurais sûrement attendu l'intégralité des 5 tomes pour tout lire. Alors je les aurais peut-être achetés à la sortie, c'est pas le problème, mais il est très probable maintenant que j'ai lu le premier tome, que je l'oublie un petit peu, que je le mette de côté et uniquement quand le tome 5 sera sorti, alors je ferai la lecture de tous les titres en espérant qu'on soit au même niveau. Voilà. Meurtre dans le Décagone, ça peut vraiment être pour vous. Et on va conclure un petit peu plus rapidement parce qu'on s'approche du dénouement final et que j'avais envie de vous en parler quand même. Les Fleurs du Mal par Shuzo Oshimi chez Kiun, donc les tomes 6, 7 et 8. Vous savez que j'affectionne particulièrement cet auteur et puis j'adore les covers. Alors les tomes 4, 5, 6 là avec ces côtés jaune, rose, vert comme ça, fluo, pleine page, j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a une espèce de tableau comme ça pastel qui sont pas mal aussi. En tout cas le travail de l'artiste, de l'auteur, est toujours très appréciable, toujours très surprenant. Il arrive systématiquement à nous prendre à contre-pied, il arrive systématiquement à nous amener dans un chemin avec un point culminant avant de nous faire partir dans un autre chemin. Le petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que finalement, pour faire perdurer son œuvre, on n'atteint jamais le maximum d'intensité d'une situation, ça s'arrête toujours vraiment juste avant. Voilà, c'est juste avant, on n'a pas le droit au plaisir si j'ose dire, et hop, on repart dans un autre sens. C'est un petit peu comme ça qu'il fait dans toutes ses œuvres, et on finit par s'y attendre. Là, il s'est passé des choses dans ces tomes, c'est vrai que ça monte en intensité, on m'avait dit, t'es pas prêt, ça va monter le 1, 2, puis 4, 5, ça va monter, encore 6, 7, 8. Alors qu'est-ce qui se passe dans les 9, 10, 11, les 3 derniers, je ne sais pas, et puis forcément je vous en parlerai, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça monte en intensité, et j'avais hâte de le découvrir, j'ai pas été déçu. Mais une nouvelle fois, je sais que c'est pas les derniers tomes. Quand je lis ce manga au tome 8, moi je le sais déjà, c'est un manga qui est sorti en 11 tomes, donc je sais pertinemment que ce que je suis en train de lire ne peut pas être la fin. J'ai envie de dire, Shuzo Oshimi, il se lit en temps réel. Si vous voulez pas avoir de déception, ou si vous voulez pas commencer à vous imaginer d'autres conclusions, je pense qu'il faut prendre les tomes les uns après les autres, puisque automatiquement, le fait qu'il y ait des tomes après, vous savez déjà que les choses ne vont sûrement pas se passer comme elles sont en train d'arriver. Donc l'effet de surprise est un petit peu diminué si vous lisez du Shuzo Oshimi déjà terminé. Moi je vous invite à... il y a les liens du sang actuellement, donc démarrez les liens du sang et terminez-le en temps réel. Je pense que tout le talent de l'auteur est encore plus appréciable dans ces conditions. Je me trompe peut-être, mais globalement c'est ce que je pense. Vous avez toujours des dessins très surprenants, alors je trouve que au niveau des Fleurs du Mal, vous avez un trait qui est beaucoup plus conforme ou normé que d'habitude chez cet auteur. J'aurais une préférence pour les liens du sang, j'aurais une préférence pour ses autres œuvres à ce niveau-là, qui sont plus perturbantes, qui sont plus malsaines. Là, c'est un petit peu plus conforme. Est-ce que c'est décevant? Non, parce que c'est bien fait, ça se lit toujours très très bien, c'est toujours très bien rythmé, c'est un auteur qui utilise les moments de respiration par les silences de façon magistrale, je pense qu'il est inégalable à ce niveau-là. Les personnages parlent un petit peu plus que dans ses autres œuvres, mais globalement, le tempo donné à son œuvre se résume par les nombreux silences qu'il peut y avoir et les situations extrêmement prenantes, intenses et douteuses, et malsaines, très souvent malsaines. Ça, c'est sa grande force et on retrouve ça, comme d'habitude, dans Les Fleurs du Mal, comme dans n'importe laquelle de ses œuvres. C'est pour ça que c'est un auteur que j'aime, mais vraiment beaucoup, à découvrir ou à redécouvrir avec de nouveaux titres, si vous n'avez pas tout. Je me fais quasiment toutes ses œuvres. Je ne sais pas s'il me manque quelque chose, là je ne crois pas. Si, les 3 tomes de La Fleur du Mal là que j'ai pas fini. En tout cas, c'est vraiment un auteur avec lequel j'aurais pris énormément de plaisir de lecture et que je ne peux que vous conseiller une nouvelle fois à découvrir d'une manière ou d'une autre. Oui. Bon écoutez, voilà, c'est déjà la fin de ce manga vorace. Vous avez passé un bon moment, moi oui, excellent. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un top 10 des autrices de ma mangatech ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est au programme. Je sais plus trop, je suis un petit peu perdu, je vous avoue. En attendant, passez une excellente semaine, lisez plein de mangas et moi je vous dis